Eric Arthur Blair est né le 25 juin 1903 à Monty Harry, dans les Indes britanniques. Son père était parti en Inde à l'âge de 18 ans pour travailler dans l'administration coloniale en tant qu'agent de l'opium. En 1904, il rentre avec sa mère et sa sœur en Angleterre, alors que son père reste en Inde. Souvent malade, il souffrait de problèmes pulmonaires, une fragilité qui le suivra toute sa vie. Dès son plus jeune âge, il développe une véritable passion pour la lecture. Sa mère, qui place de grands espoirs en lui, l'encourage dans cette voie et à l'été 1911, il commence ses études à l'école Saint-Cyprien, située près de Eastbourne, dans le Sussex. En 1916, il décroche une bourse pour le Wellington College en lettres classiques, fondé par Henry VI en 1440, qui forme depuis des siècles l'élite politique et sociale anglaise. Il quitte donc Wellington en 1917 pour rejoindre Eton et entrer dans un tout autre monde. Boursier et logé dans les locaux du collège, il se sent souvent en décalage, entouré d'élèves issus de milieux favorisés. Après avoir brillamment réussi à Saint-Cyprien, il relâche ses efforts à Eton, ses résultats chutent, notamment en latin, et il finit dans une filière moins exigeante, rendant l'accès aux prestigieuses universités d'Oxford et de Cambridge de plus en plus incertain. En 1920, alors qu'il termine sa dernière année à Eton, l'heure est aux décisions. Pour son avenir, il rêve d'aller à l'université tout comme sa mère, mais son père voit pour lui un avenir dans la fonction publique impériale. Finalement, c'est la vie du père qui l'emporte. En juin 1922, à 19 ans, il réussit l'examen pour intégrer la police impériale indienne. Après plusieurs mutations en Birmanie, il tombe malade de la dengue en 1927, le forçant à rentrer en Angleterre pour se soigner. Dégoûté par les abus de pouvoir et les brutalités du régime colonial britannique, il remet en question la légitimité de sa mission et décide de démissionner après 5 années de service. Fin 1927, il décide d'endosser des vêtements usés et d'aller à la rencontre des quartiers les plus pauvres de Londres. Touché par la gentillesse de la classe ouvrière, il recherche en même temps l'inspiration pour ses écrits. Début 1928, il s'installe à Paris, attiré par les opportunités littéraires. Pour gagner sa vie, il travaille comme plongeur dans des hôtels et restaurants, donne des leçons d'anglais, bien que ce travail soit intermittent et peu rémunérateur. Cette période de grande précarité, souvent marquée par la faim, inspire son écriture et renforce son engagement social. En janvier 1933, il publie dans la Dèche à Paris et à Londres un livre autobiographique relatant cette période. Il tient à utiliser un pseudonyme au lieu de son vrai nom et choisit George Orwell. Le prénom vient de Saint Georges, patron de l'Angleterre, et Orwell de la rivière Orwell, dans le Suffolk. À 29 ans, il devient officiellement George Orwell, romancier. Malgré son intelligence reconnue, son style d'écriture paraît démodé pour l'époque. À la fin d'octobre 1934, grâce à sa tante Nellie, il décroche un poste d'assistant dans la librairie Booklover Corner, avec logement inclus chez les propriétaires, les Wextrop. Il découvre les idées de gauche des Wextrop, membres du Parti travailliste indépendant, une faction radicale. Bien que ses convictions politiques soient encore floues, son anti-impérialisme et son sens de la justice le rapprochent des idées de gauche. C'est un homme singulier, à la croisée de plusieurs mondes sociaux et culturels britanniques. Ayant bénéficié d'une éducation privilégiée, son parcours l'a progressivement rapproché des valeurs plus progressistes et prolétaires. Malgré cet éloignement apparent de ses origines, il reste imprégné de la mentalité et de la culture britannique traditionnelle. Cette dualité enrichit son charme. Même son apparence physique incarne cet entre-deux. Toute sa vie, il conserve une certaine prestance, rappelant son héritage bourgeois, combiné à une chaleur et une simplicité héritée de ses contacts avec les classes populaires. Cette dichotomie transparaît également
dans ses goûts et son mode de vie. D'un côté, il apprécie les plaisirs simples et authentiques, la nourriture traditionnelle, la bière et les petits riens qui forment la culture populaire britannique. De l'autre, son style et ses manières raffinées trahissent l'éducation reçue au sein de la bonne société anglaise. Même lorsqu'il adopte une démarche prolétaire, en côtoyant les milieux ouvriers, il ne renie jamais totalement les codes de son éducation bourgeoise. En 1936, il publie Le Quai de Vigan, un roman dans lequel il dénonce avec force les conditions de vie déplorables des mineurs du nord de l'Angleterre. En décembre 1936, il part pour Barcelone avec son épouse, Hélène, afin de couvrir le conflit espagnol et apporter son soutien aux républicains. Grâce à ses relations avec le Parti travailliste indépendant, il rejoint les rangs du POUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste, une milice socialiste révolutionnaire, et est envoyé sur le front d'Aragon. En mai 1936, alors qu'il combat sur le front, il est grièvement blessé à la gorge par une balle. Bien que gravement touché à la gorge, cette blessure n'est heureusement pas fatale. Il est rapidement évacué vers l'arrière pour être soigné, mais dès qu'il est suffisamment rétabli, il retourne au front quelques semaines plus tard, déterminé à continuer son engagement aux côtés des républicains. En juin 1937, un tournant dramatique se profile à l'horizon. En Espagne, il assiste à un bouleversement interne. Les communistes, soutenus par l'Union soviétique, prennent le contrôle et désarment brutalement son groupe. Désormais considéré comme ennemi par ses propres alliés, il se cache, détruit des documents compromettants et se déplace discrètement avec sa femme pour éviter l'arrestation. Finalement, il réussit à fuir Barcelone de justesse, rejoignant la frontière française. Sur les lignes de front, il est frappé par la dissonance entre la réalité et la propagande soviétique. Inspiré par cette expérience, il rédige Hommage à la Catalogne. Profondément ébranlé par cette expérience, il rejette le marxisme et le communisme, qu'il perçoit désormais comme des idéologies trop totalitaires et dogmatiques. En mars, il souffre de graves problèmes pulmonaires et passe plus de 5 mois au sanatorium de Preston Hill, dans le Kent. Pendant ce temps, il rejoint le Parti travailliste indépendant et déclare que les communistes ne sont qu'une façade pour la politique soviétique et que le Parti travailliste fait désormais partie de l'élite au pouvoir. En 1939, il commence à tenir un journal pour documenter les événements internationaux qui conduisent au désastre de la Seconde Guerre mondiale. Ce journal témoigne de son observation attentive, des tensions politiques croissantes et de son inquiétude face à la montée des régimes totalitaires en Europe. Bien qu'opposé à la guerre face aux événements, il ressent un devoir patriotique et cherche à contribuer à l'effort de guerre, malgré ses problèmes de santé. L'effondrement de la France déclenche en Angleterre des craintes d'invasion allemande, poussant le ministre Anthony Eden à former la Home Guard, une dernière ligne de défense. Mi-juin, il rejoint avec enthousiasme une petite compagnie à St. John's Wood et devient rapidement sergent chargé de patrouilles stratégiques. En parallèle, il participe à un projet d'écriture durant la guerre et rédige Le Lion et la Licorne, dans lequel il soutient l'idée qu'un gouvernement socialiste est essentiel pour permettre à la Grande-Bretagne de triompher. De retour à Londres et en quête d'un emploi, il accepte en août 1941 un poste à la BBC pour la section indienne où il contribue à l'effort de guerre en rédigeant des commentaires d'actualité et des programmes diffusés jusqu'en Inde et dans les territoires occupés par le Japon. Il devient ensuite rédacteur littéraire pour le Tribune et continue d'écrire des chroniques et des articles, en particulier sa célèbre série « Comme il vous plaira ». Sa vie amoureuse a souvent été compliquée, même s'il trouve un peu de stabilité avec Hélène. Une ombre reste au tableau, leur incapacité à avoir un enfant. Cet échec le touche et le rend encore plus vulnérable. Alors, il décide d'adopter et c'est comme ça que le jeune Richard entre dans leur vie en 1944.
En février 1945, il devient correspondant de guerre pour The Observer et le Manchester Evening News et part pour Paris. Pendant ce temps, Helen et leur fils adoptif Richard quittent Londres pour s'installer à Greenstone, la maison de campagne familiale. Pendant un bref séjour à Londres pour régler des formalités, Helen tombe soudainement malade. Les médecins découvrent plusieurs tumeurs et recommandent une hystérectomie en urgence, l'ablation de l'utérus. Helen succombe malheureusement à une insuffisance cardiaque pendant l'opération à seulement 39 ans. Orwell, également malade à Paris, rentre immédiatement en Angleterre à la nouvelle de sa mort. Profondément bouleversé par la perte de sa femme, il décide malgré tout de reprendre son poste de correspondant de guerre. Il suit l'avancée des Alliés en Allemagne, documentant les ravages de la guerre et reste quelques semaines après la reddition du 8 mai pour témoigner de la capture des derniers soldats allemands. En août 1945, il publie La ferme des animaux, un succès immédiat avec près de 5000 exemplaires vendus en 6 semaines. Ce livre le propulse parmi les grands écrivains de son époque. Son plus grand succès, 1984, commence à germer dans les années 1940, influencé par la guerre et sa méfiance des régimes totalitaires. En 1943, il en esquisse les thèmes sous le titre provisoire « Le dernier homme d'Europe ». Mais il n'entame vraiment l'écriture qu'entre 1946 et 1947 sur l'île de Jura malgré une santé fragile. Après un hiver difficile, il termine son roman et choisit le titre 1984. Publié en 1949, le roman est un succès immédiat et confirme son statut d'écrivain majeur de la littérature politique. Son état de santé se dégrade inexorablement. Outre la tuberculose, son tabagisme excessif aggrave l'état de ses poumons. Ces derniers mois se transforment en une lente agonie, rythmée par de violentes quintes de toux et des épisodes de crachats sanglants. Malgré cette longue descente aux enfers, il continue d'écrire jusqu'au bout. C'est dans un sanatorium londonien qu'il rend son dernier souffle le 21 janvier 1950, à bout de force, après des années de combat contre la maladie. Pour ceux qui connaissent ses œuvres sans vraiment connaître sa vie, tout devient peut-être plus clair maintenant. On comprend mieux ce style si sombre, si impitoyable dans La ferme des animaux et 1984. C'est tout simplement le reflet de sa propre existence. Des illusions, des idéaux brisés, la misère, des amours compliqués, le manque d'enfants et sa lutte incessante contre la maladie. Chaque épreuve a inspiré cette plume unique, un mélange de dérision et de vision dystopique qui nous transporte dans un monde où les rêves d'humanité se heurtent à la brutalité de la réalité. Et c'est précisément ce qu'il cherche à faire avec La ferme des animaux, publié en 1945. Dans ce court roman d'une centaine de pages, il raconte comment les animaux prennent le pouvoir dans une ferme mal gérée en chassant leurs fermiers humains lors d'une révolution menée par les cochons, Boule de Neige et Napoléon. À travers cette fable, il dénonce les dérives de Staline, la manipulation de la vérité et l'émergence d'une nouvelle élite qui trahit les idéaux initiaux. Ici, Napoléon représente Staline et Boule de Neige, Trotsky, le rival exilé et pourchassé pour son opposition. C'est un réquisitoire impitoyable contre le totalitarisme soviétique et l'échec d'une révolution trahie par ses propres leaders. Dans L'homme révolté d'Albert Camus, on retrouve une réflexion similaire sur la nature de la révolte et sur la façon dont les individus réagissent face à l'absurdité du monde, mais aussi aux injustices sociales et politiques. Camus met en garde contre les excès de la violence révolutionnaire tout en validant l'importance de la révolte comme réponse légitime à l'oppression. Mais c'est surtout dans 1984 qu'Orwell exprime son dégoût pour toute forme d'oppression intellectuelle et son refus catégorique de restreindre la liberté humaine. Le roman nous plonge dans un monde divisé en 3 grands blocs, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia, qui sont constamment en guerre les uns contre les autres. Dans cet univers dystopique, l'économie est en ruine
et la population lutte dans la misère. Chaque mouvement est étroitement surveillé par la police de la pensée et des caméras sont installées partout, contrôlant chaque aspect de la vie quotidienne. Dans cette société totalitaire, le contrôle des esprits prime sur celui des corps. La manipulation mentale est utilisée pour influencer les actions des individus. Si la manipulation des esprits n'est pas suffisante pour servir les intérêts du parti, le parti n'hésite pas à recourir à la force, notamment à la torture pour imposer ses idées et écraser toute forme de dissidence. Dans 1984, il utilise la notion de novlangue, un langage politico-médiatique destiné à limiter la pensée critique en manipulant le langage. Cette manipulation est plus efficace que n'importe quelle contrainte physique. La manipulation mentale est difficile à détecter car elle joue sur des ressorts intellectuels et émotionnels alors que la contrainte physique est visible. Dans ce roman, il montre que la manipulation des esprits permet au pouvoir de contrôler les individus de façon bien plus subtile. La novlangue fonctionne sur deux principes, la réduction et la dissonance. La réduction consiste à supprimer certains mots jugés inutiles, appauvrissant ainsi la pensée. Nos idées dépendent des mots que nous utilisons et moins nous avons de mots, moins nous sommes capables de penser de manière complexe ou nuancée. La novlangue réduit le vocabulaire pour limiter la capacité de réflexion critique. La dissonance ou double pensée permet d'accepter simultanément deux propositions contradictoires. Dans 1984, les slogans du parti tels que « La guerre c'est la paix » ou « La liberté c'est l'esclavage » illustrent cette dissonance. En acceptant ces contradictions, la novlangue élimine la possibilité de critique logique et cohérente. La novlangue intervient dès les prémices de notre pensée, influençant ainsi notre perception du monde. La réécriture de l'histoire et la manipulation des faits historiques sont des outils solidement ancrés dans tout régime totalitaire. Ils ont été éprouvés et fonctionnent efficacement pour imposer une idéologie et servir les intérêts du pouvoir. C'est dans ce contexte que Winston Smith, le personnage central de 1984, travaille pour le parti au ministère de la Vérité. Son rôle consiste à réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde au message du régime totalitaire du parti, appelé le parti INSOC. Il modifie les archives, efface les preuves contradictoires et fabrique de nouvelles informations pour soutenir la propagande du parti. Malgré cette soumission apparente, Winston nourrit en réalité des pensées et des sentiments de rébellion contre le contrôle oppressif du parti. Il est parfaitement conscient de l'énormité de la tromperie à laquelle il participe chaque jour. Ce conflit interne le pousse à enfreindre la loi en écrivant un journal, un acte extrêmement dangereux dans une société où même les pensées dissidentes sont punies. Il tient ce journal qu'il garde caché pour se souvenir de la vérité et documenter ses pensées subversives. Il lutte pour préserver sa propre humanité et son intégrité dans un monde où la vérité est constamment manipulée. Confronté à une crise de conscience, il prend des risques énormes pour exprimer sa dissidence, espérant qu'un jour, la vérité triomphera. Orwell a délibérément choisi de placer son personnage, Winston Smith, dans le contexte des archives historiques car cela implique que les pensées de Winston concernent des faits. Même si les interprétations peuvent varier, les faits restent des vérités indiscutables. En manipulant les faits historiques, le parti manipule donc la conscience des individus. Selon les circonstances, il peut avoir été allié ou non à tel ou tel pays et un individu peut avoir été considéré comme un héros ou un traître. La réécriture du passé découle naturellement de la réécriture du langage. Lorsque le pouvoir s'attaque au fondement de notre vision du monde, il change simultanément ce que le monde a été. Confronter l'histoire avec les véritables maux de la société est essentiel pour prévenir la répétition des erreurs passées. La réécriture de l'histoire, en revanche, risque d'entretenir indéfiniment une version altérée du passé. C'est évidemment pour cela
que la novlangue vise à supprimer même la possibilité d'une telle critique. Imaginons qu'on supprime des mots comme liberté ou rébellion. Si ces mots n'existent plus dans le vocabulaire, il devient alors bien plus difficile de revendiquer ses opinions et ses droits. Mettons en perspective ce que disait Staline sur les hommes. Le problème, ce sont les hommes. Plus d'hommes, plus de problèmes. De même, moins de mots, moins de problèmes. Dans ce contexte de la novlangue, il est plus facile de convaincre le peuple que le parti représente la meilleure solution pour assurer sa sécurité, son bien-être et sa prospérité. Par exemple, le monde antérieur à la guerre, avant la montée en puissance de Big Brother, est décrit par les services de propagande comme un véritable enfer d'injustice où une petite élite dominait et réduisait la grande majorité de la population à l'esclavage. C'est particulièrement cynique de la part du parti de Big Brother de prétendre offrir un monde meilleur, alors qu'en réalité, il impose un régime de terreur et de surveillance constante où les libertés fondamentales sont inexistantes et la manipulation constante. Il faut absolument comprendre que la réécriture du passé n'est pas seulement l'apanage des régimes totalitaires. Elle peut aussi être un outil de tout régime ou société dès lors qu'il s'agit de servir une certaine conception du bien. Il est absurde de penser qu'il n'y a pas de propagande ou de manipulation dans une démocratie. C'est important de comprendre ce message lancé dans 1984. C'est au nom de cette justification que toutes les formes d'abus sont tolérées. 1984 se penche sur la question essentielle de la liberté de penser. Dans un monde conçu pour manipuler les individus, le langage et l'histoire deviennent alors des armes redoutables. Machiavel avait déjà compris l'importance de la force physique pour conserver le pouvoir. Dans 1984, c'est la modification de l'esprit qui est privilégiée. Mais peu importe le moyen, l'objectif reste le même, maintenir le pouvoir coûte que coûte. Winston n'est pas seul à résister. Il rencontre Julia, une jeune femme rebelle qui incarne une forme de résistance plus pragmatique et individuelle face à l'oppression du régime. Contrairement à Winston, plus fataliste, Julia s'adapte et trouve des moyens de se rebeller à petite échelle, comme entretenir des relations secrètes avec des membres du parti. Ensemble, ils entament une relation clandestine, partageant les mêmes idées de liberté et d'indépendance. Julia représente un contraste saisissant avec l'idéologie officielle du parti qui prône l'abstinence et le dévouement total à la cause. Mais leur acte de dissidence est finalement découvert par le parti. Lors d'une de leurs rencontres secrètes dans une chambre qu'ils croyaient sûre, ils sont trahis par M. Sharrington, le propriétaire de la boutique d'antiquités, qui se révèle être en réalité un membre de la police de la pensée. La chambre était équipée de micros et de télécrans cachés qui ont enregistré toutes leurs conversations et activités. C'est alors qu'entre en scène O'Brien, un membre influent du parti qu'ils croyaient être un allié dans leur quête de vérité et de liberté. Cet inquiétant personnage se révèle être un agent infiltré du régime, chargé de maintenir l'ordre et de démasquer les traîtres. Il est chargé par le parti de la rééducation de Winston. Cette rééducation est un processus terrifiant et méthodique qui combine torture physique et manipulation psychologique. Winston est soumis à des séances de torture intenses dans la sinistre chambre 101, où il est confronté à ses pires cauchemars. O'Brien utilise des techniques de lavage de cerveau pour briser la volonté de Winston. Il lui administre des décharges électriques pour associer la douleur à ses pensées rebelles et utilise la privation sensorielle pour désorienter son esprit. Une des méthodes les plus cruelles consiste à utiliser la double pensée pour plonger Winston dans un état de confusion totale. Il force le malheureux à accepter des contradictions flagrantes comme croire simultanément que 2 plus 2 est égal à 5. O'Brien exploite les peurs les plus profondes de Winston, en particulier sa peur des rats, pour le contraindre à trahir Julia, l'ultime acte de soumission. Sous la pression constante de la torture et de la manipulation mentale,
Winston finit par abandonner ses convictions et accepte les doctrines du parti. Il est contraint de renier son amour pour Julia et d'embrasser Big Brother, symbole de la toute-puissance du régime. Finalement, Winston et Julia sont brisés, leur individualité et leur rébellion anéanties par la force écrasante du totalitarisme. Bien que l'on puisse imaginer l'amour comme un sentiment inébranlable capable de surmonter toutes les difficultés, Orwell montre avec brutalité que même ce puissant sentiment peut être détruit sous un régime totalitaire. À travers l'histoire de Winston et Julia, il dépeint la lutte pour préserver l'humanité et la liberté face à un pouvoir qui cherche à le détruire. Il met en garde contre un gouvernement qui cherche à contrôler non seulement la conscience politique, mais aussi les émotions et la capacité de raisonnement des individus, les réduisant ainsi à un état proche de la préhistoire. Bien qu'il cible principalement le régime soviétique et le stalinisme en particulier, son livre sert également d'avertissement aux démocraties occidentales. En situant l'intrigue à Londres, il dénonce les risques de reproduire, intentionnellement ou non, les mécanismes totalitaires observés ailleurs. Sa vision dépasse largement les simples prédictions de son roman. Son livre ne se contente pas de prédire l'arrivée du totalitarisme en Europe occidentale ou sa victoire sur les démocraties libérales. Il nous met en garde contre le péril de la moralisation de la sphère politique. Quelle que soit la forme que prend cette intrusion, ce qu'il redoute, c'est la manipulation de l'histoire au nom d'une conception du bien définie par le pouvoir ou la société au détriment de la liberté de conscience. Ceux qui vivent en démocratie et critiquent parfois son fonctionnement en la comparant à une dictature ignorent souvent ce que signifie réellement vivre sous un régime totalitaire. Ces mots, utilisés à tort, risquent de banaliser des réalités bien plus sombres et destructrices. Avant de qualifier une démocratie de dictature, rappelons-nous qu'une vraie dictature ne tolère aucune opposition, aucune liberté d'expression. Dans un tel régime, le seul fait de dire qu'on vit en dictature est dangereux, voire impossible. Le seul endroit au monde où vous ne pouvez pas dire que vous vivez en dictature, c'est justement dans une dictature. Ne pas tout confondre est essentiel, tout comme reconnaître les valeurs précieuses de la liberté, même imparfaite, qu'offre une démocratie. Winston Churchill l'a dit lui-même, la démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées de temps en temps. L'idéal politique absolu demeure une chimère. Persister, à croire en sa réalisation et à s'attacher à de telles illusions ne peut que conduire au fanatisme. Dans 1984, comme dans les régimes hitlériens et staliniens, le pouvoir de Big Brother repose sur la conviction de la pureté de ses idéaux. Il prétend détenir la vérité et se réclame sauveur du peuple. Et remettre en question cette doxa est considéré comme une trahison passible d'élimination. En réalité, l'objectif ultime d'un parti totalitaire ne réside ni dans la recherche de la vérité, ni dans le bien-être de sa population, mais dans la conquête et la conservation absolue du pouvoir, quelles qu'en soient les conséquences. La philosophie nous enseigne à exercer une critique éclairée, cultivant un esprit ouvert mais rigoureux. Comme le rappelle Orwell dans 1984, la liberté de penser et de s'exprimer est un bien précieux à défendre contre toute tentative de contrôle et de domination. En clair, c'est un avertissement puissant. Il nous met en garde contre les dangers du totalitarisme et de la restriction du langage, nous invitant à rester vigilants face à ces menaces pour préserver notre humanité et notre liberté. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas à vous abonner. À très vite.